Bonjour à toutes et à tous. Donc, on m'a demandé effectivement de faire en une demi-heure, donc c'est quand même un challenge, faut-il le dire, mais faire un rappel de ce que sont les principes coopératifs. Et avant de les énumérer, quand même un autre rappel, qui est un rappel historique que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, mais enfin, je pense qu'il est important de rappeler que les coopératives, en fait, sont nées au milieu du XIXe siècle, au moment des débuts de l'industrialisation en Europe et dans le contexte, n'est-ce pas, des difficultés économiques et des difficultés économiques que rencontraient les ouvriers et les employés de l'époque, difficultés économiques qui les ont amenés à chercher des solutions. Et la solution coopérative était en fait de dire entraidons-nous et pour nous faciliter l'accès aux biens et services, créons nous-mêmes notre entreprise pour nous-mêmes. Ça, c'est le départ de l'idée coopérative. Alors, effectivement, on y reviendra plus tard. Est-ce que ce projet ainsi conçu au milieu du XIXe siècle a encore une pertinence aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle? C'est bien tout le débat que nous voulons avoir aujourd'hui. Et l'histoire retient, n'est-ce pas, comme origine des coopératives, dans, je dirais, la légende coopérative, l'origine se trouve quelque part dans la région de Manchester, en Angleterre, à Rochdale pour être précis, où en 1844, des tisserands, des ouvriers tisserands, ont créé une coopérative qui s'appelait la Société des équitables pionniers de Rochdale, et ils ont donc fait... alors je dois vous dire que l'histoire réelle montre quand même qu'il y a eu d'autres initiatives avant, mais l'histoire officielle a retenu Rochdale parce que c'est la première expression, je dirais, complète du modèle, non seulement première expression complète du modèle, mais pérenne, car vous devez savoir qu'aujourd'hui, quelque part, la suite de cette société existe toujours et est devenue, en Angleterre, en Grande-Bretagne, un conglomérat qui s'occupe non seulement de distribution, mais de banques, d'assurances et de beaucoup d'autres choses, figurez-vous, même de pompes funèbres. Bon. Donc ça, ce sont les équitables pionniers de Rochdale en 1844. Et comme on le rappelait il y a un instant, la formulation officielle des principes coopératifs a été publiée à différentes reprises par l'Alliance coopérative internationale qui a été fondée dès 1885. La dernière mise à jour des principes date de 1995, et l'ACI, à ce moment-là, a reformulé les principes dans une déclaration qui énumère non seulement les principes, mais qui contient aussi une définition de la coopérative et qui énumère, outre les principes, les valeurs et l'éthique coopérative. Donc, que nous dit l'ACI dans cette déclaration? Que les coopératives sont fondées sur les valeurs de l'auto-assistance, l'autoresponsabilité, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. Les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme. Alors ici, on est valeurs et éthique, on est effectivement dans les valeurs. Alors ce qu'il faut savoir tout de suite quand on va passer aux principes, c'est qu'on entre plus dans la technique, si je puis dire. Les principes, ce n'est pas des valeurs, et ce n'est pas de l'éthique, c'est les valeurs. Comment traduire cela dans des règles de fonctionnement? Les principes sont des règles de fonctionnement des coopératives, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les 7 principes, dans la formulation ACI 1995, ben les voilà, et nous allons maintenant rapidement les reprendre un à un pour expliciter quel sens ils ont, et puis nous verrons après comment aujourd'hui ils ont encore un sens. Alors, l'adhésion libre et volontaire, c'est ce que dans le jargon des coopératives on appelle le principe de la porte ouverte. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que dans le projet coopératif au départ, la volonté est de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'adhérer au projet et d'y participer. Ça ne veut pas dire qu'on y entre comme dans un moulin, ça veut dire que si on remplit des conditions d'adhésion qui sont fixées et qui doivent être objectives et non discriminatoires, on peut adhérer.
cette question d'adhésion libre doit être immédiatement, je dirais, complétée par cette précision importante que dans une coopérative, on est libre d'adhérer, mais on doit être admis. Et donc, pourquoi l'admission? Parce que, et ceci est important pour la suite de la compréhension des choses, l'adhésion à une coopérative est personnelle. Qu'on soit personne physique ou personne morale, là n'est pas la question, et l'adhésion est personnelle. Elle est, pour parler en juriste, intuitu personae, ce qui veut dire que c'est donc un lien personnel. Ceci a une conséquence importante, c'est que quand on est membre d'une coopérative et qu'on détient des parts sociales d'une coopérative, on ne peut pas les céder librement. On ne peut les céder qu'à un autre membre admis, et si c'est quelqu'un d'extérieur, il faut qu'il soit préalablement admis. C'est important, nous le verrons par la suite. Deuxième chose, c'est que le corollaire de l'adhésion libre et de la non-cessibilité des parts, ben c'est évidemment que l'on doit pouvoir démissionner. Et donc le corollaire de l'adhésion libre, c'est la démission libre. Une dernière remarque, et je ne l'ai pas souligné quand j'ai fait tout début très brièvement le rappel de l'historique des coopératives, c'est qu'il existe en fait, il a existé très rapidement deux types de coopératives, mais qui appartiennent au même projet. Rochdale, au départ, je l'ai dit, ce sont des ouvriers tisserands qui s'associent pour créer une entreprise. Rapidement, il y a eu des constructions à état, si je puis dire, et donc les coopératives de second degré ont très rapidement existé, ne fût-ce que historiquement, d'ailleurs, pour repartir des coopératives de consommation, pour créer des magasins de gros, etc., pour plusieurs coopératives. Donc très vite, il y a eu des constructions à étages. Donc il existe, et nous en sommes ici, et PNV et Multipharma des exemples, des coopératives de premier degré, mais la plupart des coopératives qui ont réussi, qui sont devenues pérennes, sont en même temps ou exclusivement des coopératives de second degré. Donc, ainsi, PNV est entièrement une société de second degré, dont les associés sont d'autres coopératives ou associations. Et Multipharma, il en est de même, sauf qu'à Multipharma, c'est mixte. Pour partie, les associés sont les clients coopérateurs, et pour partie, ce sont d'autres coopératives ou associations, mutualistes en l'occurrence. Donc la question, dès lors, je termine par là pour ce principe-là, la question de l'admission par rapport à des critères objectifs est particulièrement importante quand on se situe au second degré, parce que si on amène au capital de l'entreprise une autre organisation, il faut que ce soit une organisation qui partage les mêmes valeurs et principes. Bien, voilà donc pour ce premier principe, adhésion libre et volontaire. Deuxième principe, c'est le principe du pouvoir démocratique. Et donc, traduit de la façon la plus, je dirais, radicale, c'est le principe « un homme, une voix ». Dans la plupart des coopératives, et certainement dans les coopératives de second degré, ce principe se traduit un peu différemment, c'est-à-dire qu'on a effectivement le principe, non pas un homme, une voix, mais une part, une voix, mais avec des limites. Et donc, la traduction du principe du pouvoir démocratique dans la plupart des coopératives aujourd'hui, c'est une part, une voix, avec des limites qui sont mises à la capacité de vote. Et donc, même si vous avez, par exemple, 40% du capital, eh bien, vous ne voterez pas plus que pour la règle en Belgique. Pour les coopératives, c'est 10%. Donc, voilà pour ce principe du pouvoir démocratique. On a fait deux. On passe au troisième. C'est le principe de l'autonomie et de l'indépendance, qui est d'ailleurs une conséquence du principe du pouvoir démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans autonomie et indépendance. Et donc, c'est important à souligner parce que c'est quand même, je dirais, de l'essence du projet coopératif, cette indépendance par rapport au pouvoir public, par rapport aux organisations politiques, philosophiques et religieuses, par rapport aux investisseurs éventuels. On a parlé il y a un instant d'apport au capital de sociétés coopératives. Et donc la coopérative doit
garder son indépendance, c'est de l'essence même du projet. L'idée du self-help est au cœur de l'initiative, et donc si c'est plus soi-même qui s'aide, mais les autres, on n'est plus dans le projet coopératif. On peut être dans d'autres projets tout à fait, je dirais, intéressants et valables, mais on n'est plus dans le projet coopératif. Si je ne sais pas, si les pouvoirs publics prennent une part majoritaire dans une coopérative, ben, à un moment donné, on sort du modèle. Donc, voilà pour le principe de l'autonomie et de l'indépendance. Alors, quatrième principe, mais là, ça va être un peu plus long, un peu plus compliqué, parce que c'est un principe qui se décline en plusieurs sous-principes. C'est ce que l'ACI, en 1995, a mis sous le chapeau participation économique des membres. Et donc, de quoi est-ce qu'il est question ici? Ben, il est fondamentalement question de trois thématiques. La formation des résultats, comment est-ce qu'on génère les résultats dans l'entreprise, l'affectation des résultats et la question de la disponibilité des réserves. Alors, je vais les prendre pas dans cet ordre-là. Je vais commencer par l'affectation des résultats, parce que c'est là que se trouve, je dirais, l'originalité d'ailleurs de la démarche coopérative, c'est qu'elles ont pris le problème par ce bout-là, si je puis dire. C'est-à-dire, non pas commencer par dire, tiens, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va opérationnellement faire notre business, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats de l'entreprise. Et ça, c'est fondamental à la démarche coopérative, et historiquement, ça se traduisait par le principe de la ristourne, c'est-à-dire que les excédents de résultats étaient redistribués, non pas à un capital en tant qu'actionnaire ayant mis de l'argent dans l'entreprise, mais étaient restitués aux membres, au prorata de leur activité avec l'entreprise. Ça, c'est l'idée de départ. Idée de départ qui, je vais dire, paraît parfois à certains comme étant le principe même coopératif, c'est la ristourne. En réalité, il n'en est pas tout à fait comme ça. Ce qui est obligatoire dans le principe de la ristourne, c'est son inverse, si je puis dire, c'est qu'on ne peut pas distribuer les résultats au capital, au prorata du capital, sauf avec certaines limites. Donc, ce que le principe coopératif dit clairement, c'est que si on distribue des dividendes au capital, ces dividendes doivent être limités. Donc, ça c'est un aspect essentiel de ce principe de l'affectation des résultats. Ça, on y reviendra dans quelques instants, beaucoup d'importance dans la pratique. L'autre volet, l'autre conséquence de ça, c'est la disponibilité des réserves. Donc, le principe dans une coopérative, c'est que le résultat, il est bien sûr affecté partiellement aux investissements et au développement dans l'entreprise. Le surplus qui n'est pas réinvesti peut être distribué dans des dividendes, mais qui sont limités. Et éventuellement, le surplus au-delà est soit redistribué aux membres au prorata de leur activité ou est affecté à d'autres initiatives d'intérêt général. Et voilà, tous ceux qui travaillent à PNV connaissent l'importance que PNV a historiquement et encore aujourd'hui. Donc PNV a une tradition de restituer son trop perçu, pour parler de nouveau en jargon coopératif, dans des œuvres d'intérêt collectif. Et donc, ça va plus loin parce que l'autre conséquence de cette approche, c'est que l'argent qui est resté dans l'entreprise, eh bien, qui sont donc les fonds propres, eh bien, sont indisponibles. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la possibilité pour un membre
de la coopérative de démissionner. S'il sort, il sort à la valeur nominale. Et donc, il n'a pas droit, pardon, il n'a pas le droit aux réserves. Et donc, ça, c'est de nouveau un point tout à fait essentiel. Et vous voyez donc bien ici qu'on est dans des principes, vraiment des principes opérationnels et pas dans des valeurs ou de l'éthique. C'est la traduction de certaines valeurs et d'une éthique dans des règles de fonctionnement proprement dites. Donc, voilà, donc, en cas de démission, remboursement des parts à la valeur nominale. Autre conséquence, si on dissout la société, l'actif net qui reste doit être réaffecté à une autre initiative de même nature. De même, si la coopérative vend un morceau, si je puis dire, il doit être réinvesti dans le business coopératif. Et donc, voilà pour ce principe de l'indisponibilité des réserves. Alors, un mot sur la formation des résultats. Et en fait, je dis un mot parce qu'il faut reconnaître que si la littérature coopérative a toujours été très précise, y compris techniquement, sur la problématique de l'affectation des résultats, elle a beaucoup moins, comment dirais-je, commenté la question de la formation des résultats. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner et qui est essentiel. La manière de faire le business, si je puis dire, en société coopérative, doit tenir compte des valeurs et de l'éthique coopérative. Et donc, comme on l'a écrit ici, toutes les dimensions du marketing mix sont visées, la façon dont l'entreprise développe son activité sur le plan des produits, des services, des prix, de l'emplacement, de tout ce qui est communication et la gestion des collaborateurs doit se faire en tenant compte de l'éthique coopérative. Et au fond, dans la formulation de 1995, eh bien, l'ACI a visé cela en posant à côté des principes la question du rappel des valeurs et de l'éthique. Et au fond, l'éthique coopérative, honnêteté, transparence, responsabilité sociale et altruisme, c'est ce qui doit s'appliquer dans la façon dont on gère et dont on génère les résultats de l'entreprise. Donc, voilà pour ce principe de la participation économique des membres. Il reste trois principes que je vais commenter plus rapidement parce que je surveille l'heure, je suis déjà en retard, donc je vais un peu galoper. Le principe de l'éducation, de la formation et de l'information est constant dans la philosophie coopérative depuis toujours. Ça se décline sur trois axes. C'est la formation et l'information vers les autorités publiques, les faiseurs d'opinion, le grand public. C'est vers les membres eux-mêmes, les coopérateurs, et c'est aussi vers les employés, les cadres et les dirigeants d'entreprise. Et ceci en est, la journée d'aujourd'hui en est un exemple. Principe de la coopération entre coopératives. Les coopératives sont censées collaborer entre elles à différents niveaux. Febeco en est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. C'est un principe constant également dans la philosophie coopérative. Enfin, l'engagement vers la communauté est exprimé depuis 1995 tel quel, et il rencontre donc là toute la problématique que vous connaissez tous aujourd'hui de la responsabilité sociétale des entreprises, et il est clair que les coopératives, par nature, sont particulièrement concernées par cette problématique. Maintenant, les sept principes étant rappelés, on en vient à la question dans la pratique, comment ça se passe et quelle est l'actualité encore de tout cela. Bon, il est clair que le contexte économique, social et politique a, fort heureusement, fondamentalement changé depuis le XIXe siècle, que le pouvoir d'achat de la population dans son ensemble a fortement augmenté, et que, hors les extrêmes,
les plus nantis et les exclus, il y a par rapport à l'époque où les coopératives sont nées, se sont développées, une certaine homogénéisation économique et sociale. Donc on pourrait dire, bon, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Par ailleurs, et ce sera le sujet que Mme Artis développera beaucoup plus tout à l'heure, mais il y a une tendance à la banalisation, c'est-à-dire que les coopératives ont tendance à se fondre dans l'ensemble de l'économie et de ne pas beaucoup se différencier, que cet isomorphisme institutionnel résulte effectivement de plusieurs facteurs qui ont déjà été évoqués par la présidente il y a un instant. C'est effectivement le contexte global, la professionnalisation des coopératives, les règles de droit, la législation et la réglementation des différents secteurs mènent, si on y prend garde, vers un modèle unique. Et donc, nous ne, je dirais, contestons pas du tout cette réalité. D'ailleurs, on en avait le thème du débat aujourd'hui. Et donc, voilà, on pourrait se dire, c'est un modèle qui était conçu au XIXe siècle, dans un contexte déterminé. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? D'autant plus que quand les coopératives réussissent, quelque part, elles se banalisent. Alors, ce mouvement de banalisation est-il irréversible? Je crois. Est-il, pardon, inévitable? Je crois que oui. Est-il irréversible? Non. Au fond, les coopératives sont en quelque sorte, je dirais, prises à leur propre jeu. Elles font le pari de se développer dans un environnement économique dont elles ne contestent pas a priori, dont elles ne veulent pas changer les règles fondamentalement pour les autres. Elles disent, nous allons nous le faire autrement, nous allons le faire différemment, et cette différence sera perceptible et va faire adhérer de plus en plus de gens au modèle. Et donc, entrant, je dirais, dans l'économie telle qu'elle est organisée sans en changer les règles de base, elles sont amenées à subir la pression de l'environnement, ne fût-ce que par la concurrence, et elles sont toujours tiraillées entre différenciation et banalisation. Mais la banalisation est parfois plus, je dirais, apparente que profonde et totale, parce que, et c'est ce que je voudrais terminer, c'est en expliquant ceci, c'est que si une coopérative se tient à ses principes, elle peut, au principe des coopératives, et de manière ferme, en tout cas au cœur même des principes qui sont clés dans le fonctionnement d'une coopérative. Elles peuvent garder leur différenciation, même si ce n'est pas toujours apparent, et au-delà de ça, elles peuvent même se distinguer et se différencier, même d'une façon tout à fait visible et apparente et vécue par le client. Alors commençons par la partie, je dirais, ce que j'appelle les garde-fous de la coopérative. Quand une coopérative se tient aux règles fondamentales qui sont liées au caractère nominatif des parts sociales, qui sont liées aux limitations des droits de vote, donc au principe du démocratique, qui sont liées fondamentalement, doivent être respectées toutes les règles qui concernent l'affectation des résultats et la partageabilité des réserves, eh bien, on est dans des entreprises qui sont à l'abri des spéculations concernant la valeur des parts que l'on pense éventuellement céder ou des dividendes que l'on peut encaisser. Et donc, on est dans une démarche forcée de se tenir à l'intérêt de l'entreprise et de ses parties prenantes. Et ça, c'est le cœur même, et on en parlera tout à l'heure, c'est clair que des entreprises comme les nôtres, comme PNV, comme Multipharma, se tiennent à ces principes et, de cette manière, gardent une différenciation par rapport au reste de l'économie. Différenciation, en plus, qui a l'avantage puisqu'il n'y a pas de spéculation et pas de décisions, je dirais, aventurières qui sont prises, d'assurer la pérennité des entreprises. Les deux entreprises sont centenaires et plus que centenaires. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, au-delà, le modèle coopératif
est un atout qui peut être transformé en avantage concurrentiel. Et il est effectivement possible de passer des principes coopératifs comme garde-fous aux principes coopératifs comme levier. Alors, quand on regarde la littérature sur les grands défis auxquels sont confrontées nos entreprises d'aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'effectivement, un des enjeux clés, c'est la fidélité, la loyauté des clients et des travailleurs d'ailleurs de l'entreprise. C'est la recherche du sens et de la légitimité de l'entreprise sur son marché. C'est la mobilisation des collaborateurs par les valeurs. Et c'est la nécessité de transformer les entreprises en organisations apprenantes. Alors il est clair que le modèle coopératif apporte, ou peut apporter, une réponse à ces différents enjeux, à ces différents challenges. La recherche du sens et de la légitimité, eh bien, voilà, le défi pour les entreprises, c'est de développer une vision, une intention stratégique partagée par tous dans l'entreprise pour une mise en œuvre efficace. La distinction coopérative apporte indéniablement un soutien original à cette intention stratégique fondée sur un rêve commun et un sentiment partagé de sens. La mobilisation, à nouveau, dans un environnement où la priorité doit être donnée aux clients, la performance et le résultat de l'apport des individus, c'est-à-dire de nous tous qui travaillons dans les entreprises. Et à nouveau, sur ce plan-là, la structure coopérative offre un cadre particulièrement adéquat à ce challenge. Et on peut continuer. La loyauté, voilà un sujet qui préoccupe bien sûr toutes les entreprises. Elles perdent un grand nombre de clients dans le foyer, d'actionnaires, et ces pertes affectent gravement le développement et la rentabilité des entreprises. Et donc c'est un vrai challenge de travailler la loyauté de ses clients, de ses travailleurs. Et une stratégie en plus orientée vers la satisfaction des clients passe par l'amélioration constante des aspects de service. Et les services, ça passe par l'humain. Et donc on sait très bien, tant à PNV qu'à Multipharma, que notre challenge actuel est là, c'est qu'on vend des médicaments ou des assurances, et que là-dessus, par le produit, on peut essayer de faire la différence, mais ce n'est pas évident, on va surtout la faire par le service. Et de nouveau, sur ce plan-là, les principes qui sont à la base de la loyauté sont parfaitement cohérents avec les fondements coopératifs. Au départ, le concept coopératif est construit sur la double identité du client qui est en même temps usager et associé. Et donc, il y a moyen de construire là-dessus une relation différente, différenciante avec les clients. Voilà, enfin, l'organisation prenante, il en est de même. Le modèle coopératif offre aussi un cadre particulièrement intéressant pour créer une organisation apprenante de ce type. D'ailleurs, la formation est un des 7 principes coopératifs. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire concernant les principes coopératifs et leur actualité.